Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce 2 février, le ministre en charge de la Santé visite le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo ainsi que l'aéroport international de Ouagadougou. Une sortie qui lui donne la latitude d'apprécier le travail abattu au quotidien par le personnel médical. Aussi, dans ce journal, sera-t-il la question de la cérémonie d'accueil des 40 étudiants admis au concours interne des hôpitaux. Une formation d'une durée d'au moins 4 ans s'impose à eux. Les disciplines concernées sont la médecine et la pharmacie. Et enfin, en Birmanie, l'armée s'empare du pouvoir et proclame l'état d'urgence pour 1 an. La chef du gouvernement, tout comme le président, ont été arrêtés. Mais avant de développer tous ces titres, sachez, mesdames et messieurs, que le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, était sur le terrain ce 2 février, c'est-à-dire aujourd'hui même. Il a visité de façon respective le CHU Yalgado Ouedraogo et l'aéroport international de Ouagadougou. La première halte lui a permis de voir les conditions dans lesquelles travaille le personnel soignant. Quant à la seconde, en plus des réalités de travail, le ministre a pu tester avec satisfaction les services de soins offerts aux différents voyageurs. Retour sur cette tournée avec le ministre de la Santé, c'est en compagnie de Michael Tougri. Après le CHU Yalgado Ouedraogo, où le ministre de la Santé a pu visiter des services de prise en charge de patients et féliciter le personnel soignant, Charlemagne Ouedraogo a mis le cap sur l'aéroport international de Ouagadougou. À ses côtés, son collègue des transports. Il a été question de visiter l'ensemble du dispositif d'offre de services en matière de diagnostic pour les voyageurs, mais aussi le dispositif de riposte de la pandémie à coronavirus. Première étape, l'aérogare Pèlerin, centre de délivrance de tests du Covid-19. Ici, on reçoit en moyenne 150 demandeurs de tests Covid pour une capacité de délivrance de 500 tests par jour. En termes d'amélioration, on peut regrouper ça en 4 points. C'est la disponibilité du site 24 heures sur 24 heures pour tout voyageur désirant faire son test. Le deuxième point, en fait, c'est la mise en place, en fait, d'un certain nombre de dispositifs attrait aux ressources humaines. Je vais parler, en fait, des investigateurs. Il faut dire qu'initialement, on était à 4 à 5 investigateurs par jour. Maintenant, nous sommes passés à 10 et avec la possibilité d'étendre ça à 12 investigateurs. Ce qui facilite en fait le passage des différents voyageurs sur les sites. Ils passent également moins de temps en fait sur les sites et pouvoir occuper et pouvoir travailler tranquillement. La seconde étape du parcours du ministre de la Santé, la salle d'embarquement. Là aussi, les hommes et les femmes en blouse blanche veillent au grain. Il faut se rassurer que les documents de test Covid-19 sont authentiques. Et c'est un ministre de la Santé séduit par la qualité des prestations qui a félicité l'ensemble du personnel soignant de l'aéroport international de Ouagadougou. Au niveau de l'aéroport, vous avez vu le dispositif d'offre de services en matière de diagnostic pour les voyageurs. Et au niveau de l'embarquement, vous avez également vu le dispositif de contrôle. Nous avons également vu le dispositif médical que le ministre a mis en place au niveau de l'aéroport pour des voyageurs malades qui pourraient donc déjà recevoir des soins en attendant leur transfert dans un site beaucoup plus élaboré. Tous les voyageurs peuvent accéder à leurs résultats sur la plateforme électronique. Et ça, ce sont des améliorations, et ce qui évite donc les goulots d'étranglement et l'attroupement au niveau donc du site de l'aérogare. Donc nous sommes très satisfaits ce matin et nous avons vu des équipes très engagées. Et je saisis donc cette opportunité pour adresser mes vives félicitations à toutes les équipes, surtout la collaboration entre les agents du ministère des Transports et le secteur santé. Selon le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, une dizaine de personnes a été déjà mise aux arrêts pour tentative de falsification des résultats de tests de la pandémie à coronavirus.
Nous restons toujours dans le domaine de la santé pour parler de ce petit virus qui malheureusement fait d'énormes dégâts. Vous êtes certainement plus d'un à vous poser la question suivante. Mais à quand le vaccin du Covid-19 pour nous les Burkinabés? Eh bien, il va falloir patienter encore un moment et pour le faire en toute quiétude, le ministre Charlemagne Ouedraogo se montre rassurant et confesse tout le sérieux avec lequel son département traite le dossier. En attendant, il exhorte les uns et les autres au strict respect des mesures barrières. Écoutez-le, il est au micro de Michael Tougri. Au niveau du Burkina, nous suivons l'actualité scientifique, nos équipes sont bien informées et nous suivons l'évolution des choses. Nous avons participé à des initiatives internationales, ce qui nous permettait d'avoir les autres vaccins. Et en temps opportun, nous ferons le meilleur choix pour les Burkinabés. En attendant la vaccination, les mesures les plus importantes, c'est de respecter les mesures barrières, se laver les mains, respecter la distanciation, éviter les grands attroupements qui sont des opportunités de contagion. Et donc c'est ça qui est le plus important pour nous actuellement, et d'organiser d'avoir un dispositif qui permette de riposter contre la maladie pour les personnes qui auront des détresses respiratoires. Pour ce qui concerne la vaccination, c'est de la nouveauté. Vous suivez tous l'actualité, personne ne peut dire le contraire par rapport donc aux différentes polémiques. Mais sachez que le gouvernement suit tout de près et en temps opportun fera le bon choix pour que les Burkinabés puissent avoir les médicaments qu'il faut pour lutter contre la maladie. Le monde médical burkinabé peut se réjouir. 40 nouveaux internes des hôpitaux sont disposés à renforcer l'offre de soins au nombre de 30 en médecine et 10 en pharmacie. Ces intégrants sont prêts à être formés sur une période de 4 ans pour les uns et 5 ans pour les autres. Ils ont été accueillis par l'ensemble du corps soignant à Tenkodogo le 30 janvier dernier. Leur ministre de tutelle, le professeur Charlemagne Ouedraogo, a pris part à la cérémonie. Compte rendu de Nadine Azango. Après quelques années de suspension, le concours d'internat des hôpitaux a été à nouveau lancé en 2020. Un concours tant attendu par les étudiants en médecine qui s'y sont inscrits en masse. Mais c'est une quarantaine qui a été retenue et ils ont été accueillis et baptisés ce 30 janvier par leurs devanciers, dont l'association des anciens internes des hôpitaux. Ces internes des hôpitaux seront formés durant 4 ans pour certains et 5 ans pour d'autres. Ayant choisi comme parrain le professeur Émile Bandré, cette cuvée 2020, qui constitue par ailleurs la 13e promotion, a bénéficié des conseils de ce dernier, qui est d'ailleurs l'un des premiers internes des hôpitaux au Burkina Faso. C'est vous qui allez maintenant être regardé, jaugé. Vous allez être observé par vos collègues, par vos maîtres, vos patients, pour déceler ce qui fait la particularité de l'interne des hôpitaux. Et qu'est-ce qui fera votre particularité? L'interne des hôpitaux est un étudiant studieux qui constitue la charpente d'un service. Il fait des consultations, la visite des malades et les soins médicaux et chirurgicaux. C'est pratiquement le rat de l'hôpital. Et vous allez être les rats de l'hôpital. Et je souhaite que vous soyez les rats de l'hôpital. Des 40 retenus, 10 sont affectés en pharmacie et 30 en médecine. Des internes des hôpitaux qui, par la voix de leurs représentants, ont pris l'engagement de servir avec dévouement et de faire de leurs patients leur première priorité. C'est avec fierté et humilité que nous enfilons le manteau de rat d'hôpital avec tout son sens et les exigences qui l'accompagnent sans perdre de vue les bienfaits qu'il y a à faire. C'est avec la même détermination et la même volonté de réussir au concours d'internat des hôpitaux que nous entrerons dans cette nouvelle étape de notre parcours. Nous travaillerons dur, nous apprendrons dans l'humilité afin d'acquérir des aptitudes qui nous permettront de servir avec patriotisme, en toute humilité, avec détermination et esprit de sacrifice, tout en gardant à l'esprit que nos patients sont au centre de nos priorités. Ce baptême des internes des hôpitaux a été fait sous l'œil bienveillant du premier responsable de la santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, interne des hôpitaux en 1995. Ce dernier a appelé les nouveaux internes des hôpitaux à se focaliser sur leur formation. Vous devez travailler en équipe, cultiver la notion d'équipe, travailler sous pression. Vous devez passer plus de temps à l'hôpital que chez vous. On ne doit pas voir un interne des hôpitaux dans une clinique privée en train de consulter.
C'est en cela que vous allez pouvoir vous engager entièrement et dévoué à l'hôpital. Et c'est comme ça que vos doléances seront bien comprises et diligence sera faite pour que beaucoup de choses se règlent. Si vous abandonnez les hôpitaux pour aller compléter les ressources financières, votre formation va prendre un coup. Et vous risquez de ne pas être bon au bout du compte. Le ministre Charlemagne Ouedraogo renchérit que les dispositions seront prises pour accompagner ces internes des hôpitaux afin que la recherche du but lucratif ne soit pas une fin en soi. Les internes de leur côté ont souhaité la pérennisation du concours d'internat des hôpitaux et l'amélioration de leur situation administrative. La cérémonie de ces 40 internes s'est plutôt passée à l'hôpital de Tengango et non pas à Tenkodogo. La ministre déléguée chargée de la recherche scientifique et de l'innovation était dans les locaux du groupe de recherche Action en santé. L'objectif de cette visite est de s'imprégner des activités menées par ce groupe dans le domaine de la recherche scientifique, notamment en matière de santé publique. Serge Bado pour plus de détails. Fondé en janvier 2008, le groupe de recherche Action en santé a pour but principal de booster la contribution du secteur privé dans la recherche Action aux côtés du secteur public. Et pour la ministre déléguée chargée de la recherche scientifique et de l'innovation, cette initiative est à encourager car elle permet d'accroître l'offre en matière de recherche. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série de sorties que j'ai entreprises depuis le jeudi passé dans les centres instituts de recherche. Donc, je voudrais surtout, j'étais émerveillée par tout ce qui se passe ici. Une initiative privée, donc une structure à encourager. Donc, c'est un exemple à suivre et je pense qu'ils méritent qu'on les accompagne donc pour toujours des résultats palpables en matière de recherche en santé. Pour le directeur scientifique du groupe de recherche Action en santé, c'est un plaisir de recevoir la ministre déléguée en charge de la recherche scientifique, une structure qui a pour leitmotiv la recherche du mieux-être pour les hommes. Tout l'honneur nous revient donc de recevoir les très hautes autorités de ce pays pour nous encourager et nous accompagner dans ce que nous faisons. C'est une structure effectivement privée, mais qui fait de la recherche destinée au public en réalité. Et donc notre mission, c'est de contribuer. On pense que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Nous pensons que nous avons bénéficié de la formation que l'État nous a donnée, la bourse que l'État nous a octroyée. Nous avons les moyens, les possibilités intellectuelles donc, de concevoir quelque chose qui peut aussi apporter quelque chose qui peut accompagner l'État. C'est dans ce cadre que cette structure a été mise en place. Dans un premier temps, en termes d'emploi, c'est une opportunité donc de créer aussi des emplois parce que nous sommes près de 70 personnes qui sont employées ici. Deux, nous sommes en mesure donc de pouvoir aisément contribuer à apporter, proposer un certain nombre de solutions dans le domaine donc de la lutte contre les différentes maladies. La vision du groupe de recherche Action en santé est de devenir un pôle d'excellence dans la recherche biomédicale et opérationnelle en Afrique de l'Ouest d'ici 2025. C'est la vision qui guide le combat et les actions de cette institution de recherche scientifique résolument mue par une dynamique internationale. La série de visites au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation se poursuit. Hier, 1er février, ce sont 3 projets rattachés au département qui ont reçu la visite de Clémence Ouedraogo, ministre d'État en charge de l'administration territoriale et sa délégation. Fatimata Ninkiema vous fait le point. Le Fonds d'intervention pour les collectivités décentralisées FICOD, le programme d'appui aux collectivités territoriales PACET, et le projet d'appui à la participation citoyenne, à la décentralisation et au développement local PAPSIDEL sont les 3 projets qui ont été visités par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et sa délégation ce 1er février. Des projets portés par le ministère en charge de la décentralisation. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous les partenaires de ces programmes-là et de lancer aussi un appel à tous les autres partenaires parce que le domaine de la décentralisation est très large. Il concerne quand même plus de 300 communes, 369 communes et arrondissements qui attendent chacune d'être soutenues, ne serait-ce qu'en termes de renforcement de ses capacités. L'objectif de cette visite est de prendre contact avec les acteurs en charge de la mise en œuvre de ces projets. Elle a également permis aux différents coordonnateurs de dresser le bilan de leurs activités à leur ministre de tutelle et faire cas des difficultés.
Notre préoccupation, c'est d'abord de pouvoir atteindre avec cette phase du projet le même niveau d'exécution que la phase initiale, c'est-à-dire absorber tous les crédits mis à la disposition du gouvernement par la Banque mondiale. Notre souhait également est que le gouvernement entreprenne une nouvelle opération pour consolider les acquis que nous avons engrangés au cours des 2 phases, la phase initiale et la phase additionnelle. Comme nous sommes dans ce domaine de la décentralisation, c'est de travailler à ce que les collectivités puissent exercer bien la maîtrise d'ouvrage. Là, c'est un chantier, de mon point de vue, qui est assez vaste et assez complexe, parce qu'il y a ce problème de ressources qui est là, en termes de capacité de ressources humaines, en termes de capacité financière pour accompagner le développement au niveau local. Après sa prise de fonction, le ministre d'État Clément Sawadogo a initié une série de visites des différents services et structures rattachés au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le but, prendre contact avec ses collaborateurs. Et la visite de ce jour s'inscrit dans ce cadre. Faire de vos déchets du charbon écologique, cela paraît comme une idée un peu folle et pourtant c'est une réalité. L'association Africa Écologie a relevé ce défi. Créée en 2017, cette structure s'est donnée pour but de préserver tant bien que mal les ressources naturelles et pour ce faire, elle a mis en place une unité de transformation qui a fait l'objet d'une visite du maire de Ouagadougou, Serge Bado. Le centre de tri et de valorisation des déchets revêt un caractère novateur en matière de gestion des déchets et de la protection de l'environnement en se basant sur une approche de transformation et de valorisation des déchets. Pour le président de l'association, l'idée de la transformation des déchets est venue d'eux. L'idée, elle existe depuis 2013. Et avec les amis, on a ficelé les choses jusqu'à d'où l'idée est venue. Elle est venue, je remarquais qu'on balayait les feuilles de ma cour. Et puis on les mettait dans un coin et puis on mettait le feu, mais tout ne brûlait pas. Il y avait toujours des résidus qui restaient. Et donc je me suis posé la question si on ne pouvait pas revaloriser ça au lieu de brûler inutilement. Donc de fil à aiguille, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un monsieur, aujourd'hui que je remercie, qui est au Cameroun, qui est docteur en biomasse. C'est lui que j'ai rejoint, qui m'a formé pour la carbonisation et me montrer également les différents déchets qui peuvent être valorisés en charbon, ceux qui ont un bon pouvoir calorifique, ceux qui n'ont pas de pouvoir calorifique. Tout ça fait la classification, ce qui a permis aujourd'hui de mettre ce projet en place au fait. Pour le maire de la ville de Ouagadougou, c'est une idée originale qui doit être encouragée car en plus de générer de l'emploi, elle permet de débarrasser la ville de ses déchets encombrants. Une usine qui bénéficiera de l'accompagnement de la mairie. Ils n'ont pas été déçus en venant. On a été vraiment émerveillés par ce que nous avons vu ici, de la collecte de déchets au tri de déchets, au recyclage pour leur donner une nouvelle vie comme étant un charbon écologique. C'est vraiment extraordinaire. Donc c'est une initiative que nous louons beaucoup. Et déjà, j'ai vu avec les services techniques de la mairie pour voir comment on peut construire ensemble une collaboration parce qu'ils ont des difficultés au niveau de la collecte des ordures alors que nous avons plus de facilité là-bas. Donc pourquoi ne pas voir comment construire ensemble une solution qui s'imbrique et qui pourrait lui permettre, lui, de se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux. Notons que cette usine, en plus du charbon produit, met également à la disposition des consommateurs du savon. L'usine basée à Kosodo absorbe 1% des déchets produits par la ville de Ouagadougou. L'artiste musicien Seydou Cissé, alias Sisbi, revient sur la scène musicale avec un deuxième opus intitulé Dankan ou Destin. La présentation de l'album a eu lieu le jeudi 21 janvier 2021 à Bobo Dioulasso au cours d'une conférence de presse. À travers cette œuvre d'inspiration africaine, l'artiste invite ses mélomanes à la réflexion sur les maux qui minent la société burkinabé. Joseph Koudougou. Après l'album Hommage au griot, l'artiste musicien Sisbi à l'état civil Seydou Cissé nous revient avec Dankan ou Destin. Cette œuvre musicale a été officiellement présentée à travers ce point de presse. Dankan ou Destin compte 12 titres et aborde plusieurs thèmes. Dans cet album, en général, je chante l'amour, je chante la fraternité, je conscientise avec des titres comme Amour scolaire. J'appelle les gens à
à se départir de ce qu'on appelle la jalousie négative, comme ce que je l'ai dit dans la chanson. C'est un album aussi qui fait une projection dans le passé avec le titre Souvenir. Il y a le titre Mariage où j'exhorte tout le monde, tous ceux qui ont commencé en amitié, je parle du petit A, l'amour petit A, tous ceux qui ont commencé en amitié ont eu la force de continuer souvent dans des conditions difficiles, dans le concubinage, et qui sont parvenus au mariage. Je leur tire mon chapeau. Ça parle de la vie, de l'amour, ça appelle à la paix aussi avec le morceau. 6B évolue dans le style musical le mandé moderniste. Dankan ou Destin est chanté en français, Djoula et Marca entièrement enregistré en live. Les arrangeurs me trouvent souvent un peu dur. Quand je commence un morceau, tant que je ne sens pas la chose, je ne m'arrête pas. Pendant qu'il faut prendre le studio à 8 heures, une séance de travail, 8 heures, ça fait 200 000, souvent 250 000. Pour juste enregistrer, ça n'a rien à voir avec le mixage et le master. Et moi, sur un morceau, je peux vous le composer pendant 3 mois. Quand j'écoute, je vais écouter, je ne me sens pas, je reviens pour reprendre à zéro. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous ces arrangeurs-là, de m'avoir supporté dans mes caprices de perfectionniste, si je peux le dire. Pour la promotion de cet opus, 6B sera accompagné par la structure Emblem Record. Pour les fans de la musique, de la bonne musique, ils trouveront leur compte à l'intérieur parce que au-delà d'avoir des tests assez intellects, il y a bien sûr toute la sonorité qui est dedans et c'est une sonorité très prisée. Les amateurs du monde mandingue ou encore de la musique world, donc la world music, vont trouver leur compte et ceux aussi qui sont friands des sensations fortes, ils vont éventuellement retrouver tout cela dans ce morceau-là. Donc nous, en tout cas, c'est quelque part ce qui nous a guidés et ce qui nous a permis d'aller en accord avec l'artiste pour l'accompagner sur ce track-là et donc sur cet album-là. L'artiste sursoit à la tournée dédicace dans le cadre de la promotion de l'album en raison de la situation sanitaire. Il promet retrouver ses fans en temps opportun. Le programme de renforcement des capacités managériales et de leadership des cadres dirigeants d'entreprises célèbre ses 10 années d'existence avec une innovation majeure. La promotion présidée par Drissa Nassa a procédé à une levée de fonds de plus de 200 millions de francs CFA destinée aux petites et moyennes entreprises. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à Abidjan ce samedi 30 janvier 2021. Correspondance de Yamba Kabri. Rien n'est jamais définitivement acquis. Tout est en perpétuelle révolution. C'est la perception des MDA Business School qui, pour contrer cette impermanence, a instauré des programmes de renforcement des capacités managériales à l'endroit des cadres dirigeants d'entreprises. C'est un programme qui permet même à des personnes qui ont des diplômes de venir se ressourcer et de venir se mettre à jour. Le monde change, il change vite, le monde va vite. Je reprends une phrase, nous n'avons personne à rattraper, mais nous devons résolument marcher sur le sillon que nous nous sommes tracés. Et ce sillon, c'est le sillon de l'excellence et c'est le sillon du développement pour tous. Moi, je retiens une phrase que disait le président Félix Houphouët-Boigny, père son âme. L'école de la vie est une école où on n'a jamais fini d'apprendre. On se disait, oui, on a beaucoup d'années d'expérience, on a tourné, on a vu ça, mais lorsque nous avons fait la première promotion, je ne vous cache pas qu'effectivement, on découvre. Ça nous a permis aussi de mieux connaître la structuration financière de nos différentes activités. On nous apprend aussi, si vous voulez, des notions d'éthique pour mieux diriger nos entreprises. Le président de cette promotion n'est autre que Drissa Nassa, bien connu du milieu des affaires burkinabé et africain. C'est une formation qui permet aux dirigeants que nous sommes de ne pas dormir sur nos lauriers, tout simplement parce que quelle que soit la réussite que tu as, tu verras qu'il y a des entreprises qui sont bien loin devant nous et que nous avons encore du chemin pour pouvoir donc assurer un bon développement. Cette promotion apporte une innovation de taille. Alors il faut dire que c'est une initiative particulière de notre promotion qui a souhaité donc mettre en pratique les enseignements qui nous a été donc dispensés. Et nous avons décidé ensemble de créer un fonds d'investissement. Nous nous étions lancé le défi de créer ce fonds avec 200 millions. Et à l'arrivée, nous avons eu beaucoup plus que 200 millions parce que tout le monde a voulu participer. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui va se mettre en place et qui va commencer donc à agir sur le marché. La satisfaction semble générale malgré les difficultés liées au contexte sanitaire particulier. Les participants ont témoigné
de l'efficacité de la formation. Cette année, ça a été une année particulière parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu se réunir comme d'habitude. Donc on a fait certaines sessions à distance. Cela nous fait grandement plaisir de retrouver de grandes sommités du monde économique, se retrouver entre frères et dans la solidarité. À ce jour, plus de 300 dirigeants d'entreprises du monde ont pu bénéficier de AMP Advanced Management Program basé à Barcelone en Espagne et qui est à sa 10e édition. Et pour terminer, nous allons en Birmanie où après des décennies de dictature et 9 ans de partage relatif des pouvoirs avec un gouvernement civil, l'armée a organisé ce lundi et décrété l'état d'urgence pour 1 an. Ce putsch a été immédiatement condamné par plusieurs capitales étrangères. À noter que le prix Nobel de la paix, âgé de 75 ans, a été arrêté tôt dans la matinée, ainsi que le président de la République. Les convois militaires étaient de sortie ce lundi en Birmanie, l'un des rares signes extérieurs du coup de force qui s'est déroulé dans cette jeune démocratie. Une démocratie dont l'élan a été brisé par un putsch militaire. L'armée a brusquement décidé de reprendre le pouvoir, faute d'avoir vu son parti s'imposer aux législatives de novembre. Dénonçant des fraudes massives, elle a donc tout balayé. Les dirigeants et membres du gouvernement, Aung San Suu Kyi en tête, ont été interpellés et incarcérés. La junte, incarnée par le tout-puissant général Aung Hlaing, est donc de retour. Bien que la rumeur d'un coup d'État bruissait depuis plusieurs jours, la nouvelle a été sévèrement critiquée par la communauté internationale, à l'instar de l'Union européenne et ses représentants, ou encore des États-Unis. De son côté, Pékin s'est montré beaucoup plus laconique. La Chine est un voisin amical de la Birmanie. Nous espérons que toutes les parties en Birmanie traiteront correctement leurs différends dans le cadre constitutionnel et juridique et maintiendront la stabilité politique et sociale. Presque un blanc-seing pour les militaires dont les partisans ont défilé dans les rues de Naypyidaw, drapeaux au vent. Aung San Suu Kyi, très populaire auprès des Birmans, a appelé à rejeter le coup d'État, mais difficile de dire si la population aura l'énergie de mener ce combat. On se bat contre plein de choses en ce moment, pour la nourriture, pour la vie en général, pour la santé. Il y a le Covid, et maintenant nous avons un coup d'État. Nous étions sur le point de nous en sortir, et maintenant cela arrive. Que devons-nous faire pour survivre ? Résume cette habitante de Rangoon. La junte a proclamé l'état d'urgence pour 1 an et promis des élections multipartites libres et équitables à la fin de cette période. Difficile à croire après le coup de poignard qu'elle vient d'asséner. Et c'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette photo de la Maison du Peuple de Ouagadougou, une infrastructure à multiples usages dont la construction date de 1964. Elle a été inaugurée le 18 octobre 1965. Je vous souhaite une agréable suite sur nos antennes et vous donne rendez-vous volontiers demain à la même heure. Bonsoir.